Bonsoir à tous, merci beaucoup d'être parmi nous malgré ce printemps tant soit peu frais. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Sophie Rabaud, qui est professeure en littérature comparée à l'université de Paris 3 et qui s'occupe beaucoup de l'invention théorique et de l'invention critique. Sophie Rabaud est l'auteur de beaucoup de livres absolument fondamentaux dans le domaine de la théorie littéraire. Les étudiants les connaissent bien, notamment le petit livre sur l'intertextualité que vous pourrez voir à la sortie. C'est un petit livre très bien fait et qui d'ailleurs éclaire un certain nombre des procédures à l'œuvre dans le livre dont elle va vous parler, à savoir Carmen pour changer. Sophie Rabaud, surtout, pratique assidûment et de manière pleine d'humour et très jouissive la critique créatrice, la critique active. Qu'est-ce que c'est que ça ? La critique créatrice, c'est l'art de la variation. C'est-à-dire, c'est l'art d'aller détecter dans les textes que nous lisons les autres textes qui sont aussi inscrits, mais qui sont des textes potentiels, des textes virtuels, des textes qui sont en attente d'activation ou en attente de développement. Sophie Rabaud a publié il y a 2 ans maintenant un très beau petit livre, B comme Homère, l'invention de Victor B. Certains l'ont peut-être lu, sinon ruez-vous sur ce petit volume bleu. Aujourd'hui, Sophie Rabaud revient sur l'affaire Carmen. Vous avez tous suivi le dernier développement de cette affaire avec le dénouement modifié à l'Opéra de Florence. Vous voyez d'ailleurs que la critique créatrice commence à faire des émules à l'international. Mais surtout, je pense que vous avez remarqué l'étendue exceptionnelle du débat critique et j'irai plus loin du scandale qu'a occasionné cette modification du dénouement de l'opéra Carmen. Bien au-delà du fait que la salle a été remplie, archi-remplie et comble comme elle ne l'a jamais été dans toutes les représentations qui ont suivi. Donc au-delà de ce premier impact, il y a eu un débat critique extrêmement important sur tous les médias, dans les revues spécialisées. Vous pouvez trouver un éditorial d'une page entière dans le dernier numéro de Diapason, des prises de position publiques d'un certain nombre de musiciens, de chanteurs et de chanteuses qui ont interprété Carmen et son amant. Un certain nombre aussi de metteurs en scène. Donc tous ont pris position de manière extrêmement tranchée, ce qui prouve qu'il y a là quelque chose qui dérange ou quelque chose qui perturbe. Dans ce livre, Carmen pour changer, Sophie explore un certain nombre de virtualités du texte et peut-être comme moi, vous êtes-vous demandé un jour pourquoi était-ce fatal ? Pourquoi Carmen devait-elle mourir ? Sophie s'est plongée dans le texte pour essayer de répondre à cette question et elle propose toute une série de variations qui toutes vous feront rire et vous feront réfléchir parce que peut-être de la variation au féminisme, il n'y a qu'un pas. Voilà, merci beaucoup à Sophie et je te laisse rejoindre la tribune. Bonsoir. Alors, comme vous l'avez compris, je vais vous parler de Carmen, ce qui, avant le début de cette année, n'était pas un sujet très polémique et n'était pas non plus un sujet trop dangereux à aborder. Mais comme Corinne y faisait allusion à l'instant, en janvier 2018, les choses ont bien changé en matière de Carmen. D'abord, ça Corinne ne l'a pas dit, il y a eu une tempête. Une tempête qu'un météorologue bien avisé a décidé d'appeler Carmen. Donc Carmen a frappé la France et a fait quelques dégâts dans le sud de la France. Mais ensuite a suivi la grande tempête médiatique quand donc Léo Muscato à Florence a décidé que c'était Don José qui allait être tué par Carmen et non pas comme d'habitude, rappelons-le quand même, José qui tue Carmen, il la tue après avoir été séduit par elle et il la tue dans un accès de rage et de jalousie, nous dit Mérimée.
Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'initiative de Léo Muscato a suscité des réactions tranchées et même, j'irais jusqu'à dire, assez orageuses. Et c'est à peu près à ce moment-là que j'ai appris que j'allais devoir parler de Carmen en public et non pas à l'abri d'un livre. Et que j'allais le faire de surcroît à Montpellier, une ville où je sais que les vrais orages peuvent être terribles, et une ville où par ailleurs on montait un Carmen que l'on annonçait lui-même assez original. Je me suis un peu inquiétée. Je me suis dit qu'il fallait que je fasse attention, voire que je prenne garde, et que Carmen, ce n'était pas, après tout, un sujet de tout repos. Comme je ne sais pas trop l'art d'affronter les tempêtes et que je ne suis pas, pour tout dire, particulièrement courageuse, je me suis dit qu'il fallait que je prenne les choses de manière consensuelle et pacifique, en partant d'un sujet classique avec lequel tout le monde serait d'accord. Et c'est là que j'ai eu une idée qui me semblait bonne, parce qu'elle me semblait vraiment faire l'unanimité. Mon idée, c'était la liberté. Alors, non pas la liberté en général, ça reste un petit peu dangereux comme sujet, mais la liberté de Carmen. Parce que sur ce sujet, je me trouvais devant un accord complet. Carmen est libre, Carmen aime la liberté, et tout le monde le dit. C'est ce que j'ai résumé à travers un petit montage. Le voilà, je vais essayer, mais ce n'est pas sûr. Voilà. Un petit montage où vous pouvez voir que j'ai monté une série de phrases où tout le monde dit que Carmen est libre. Alors j'ai tiré ces phrases de programmes d'opéra, je fais un peu la collection, de sites internet où on monte Carmen, d'études très sérieuses sur Carmen, ou d'études plus scolaires à destination des jeunes lycéens. Et quel que soit le texte où je me plongeais, cela revenait toujours, Carmen est libre. Alors je vous ai mis aussi le Libera Esfrontata, ça c'est Léo Muscato à Florence. Et bien évidemment, j'ai eu soin d'ajouter l'immensément libre d'aimer qui est sur le site internet de la ville de Montpellier. Donc tout allait bien, tout le monde était d'accord, même à Montpellier, Carmen est libre. C'est bien normal, puisqu'après tout, le premier à avoir proclamé la liberté de Carmen, c'est évidemment Mérimée, qui a mis dans la bouche de Carmen une réplique qu'on retrouve mot à mot dans l'opéra de Bizet. Carmen sera toujours libre, libre elle est née, libre elle mourra. Donc, j'étais pleine d'espoir à ce moment-là, personne ne se disputerait. Personne ne me disputerait si je parlais de liberté à propos de Carmen. Et je me suis mis au travail en quête de précision sur cette liberté proclamée et autoproclamée. Et c'est là que mes ennuis ont commencé. Parce que je me suis rendu compte que les choses n'étaient pas si simples. Que je ne pouvais pas dire vraiment que Carmen était libre. Mais je ne pouvais pas non plus dire qu'elle n'était pas libre. En fait, j'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû faire, je me suis posé une question, et cette question m'a plongé dans des abîmes de perplexité. J'avais devant moi un certain nombre de discours disant que Carmen est libre. Donc, on me disait que Carmen est libre. Et du coup, dans le texte de la nouvelle et puis de l'opéra, je me suis dit, mais alors qui dit que Carmen est libre ? En effet, en matière de liberté, j'ai tendance à penser que le meilleur juge de sa liberté, c'est le sujet libre lui-même, qui dit « je suis libre ». Donc, je me suis dit, ok, allons voir dans le texte de la nouvelle. Et là, on a un curieux phénomène avec Carmen, c'est qu'elle ne dit jamais exactement « je suis libre ». Le seul moment où elle parle de sa liberté, c'est celui que je vous ai cité, c'est Carmen sera toujours libre, libre elle est née, libre elle mourra, c'est-à-dire que Carmen parle d'elle à la troisième personne, comme si c'était quelqu'un d'autre qui parlait de Carmen, ou comme si Carmen parlait de quelqu'un d'autre.
Carmen sera toujours libre, libre elle mourra, d'accord, mais toi Carmen, qu'est-ce que tu en penses? C'est un peu ce que j'avais envie de lui demander. Toi, tu seras toujours libre? Si j'avais pu parler à Carmen, ce que je ne peux toujours pas faire, malgré mes efforts, ben c'est ce que je lui aurais demandé. Tu en penses quoi? En fait, j'avais un peu l'impression que quelqu'un avait mis dans la bouche du personnage ce que l'on pourrait dire d'elle, ou ce que l'on dira d'elle. Carmen sera toujours libre. Et qu'il existait en quelque sorte peut-être un écart entre la liberté effective de Carmen et ce que l'on pouvait en dire. Qu'il existait un écart entre la liberté de Carmen et le discours sur la liberté de Carmen. Et c'est cet écart que je vais essayer d'affronter ce soir, quitte à briser le consensus et à provoquer une nouvelle tempête. Tant pis. Je vais faire 2 propositions. Première proposition, quand on dit que Carmen est libre, ben elle ne l'est pas. Ça sera la première proposition. Deuxième proposition, quand Carmen est libre, on dit qu'elle n'est pas libre et on fait tout pour l'empêcher d'être libre. Alors, est-ce que pour être vraiment libre quand on est Carmen, est-ce qu'il vaut mieux échapper à tout discours sur la liberté? Peut-être, on en parlera pour finir, mais on n'en est pas là. Je commence par ma première proposition. Quand on dit que Carmen est libre, elle ne l'est pas. Alors, on va faire un petit état des lieux général d'abord. On me dit en général que Carmen est libre. Alors, qu'en est-il en général de cette femme réputée libre? Alors, je voudrais commencer pour répondre à cette question par un domaine que l'on aborde assez rarement à propos de Carmen, ce que l'on pourrait appeler sa situation sociale et économique. Parce que sur ce plan, on ne peut pas dire que le personnage de Carmen se trouve dans une position que l'on peut associer à une quelconque liberté ou émancipation. Je vous rappelle en effet que Carmen est ouvrière dans une usine de cigares, ce qui n'est pas exactement le comble de la liberté sociale ou économique, surtout que dans cette manufacture de tabac où se trouvent des ouvrières, cette manufacture est gardée par des soldats. José nous dit « j'étais de garde à la manufacture de tabac ». C'est un peu étrange, hein, on peut s'en étonner, moi ça m'a étonné, mais depuis quand des ouvrières sont-elles gardées par des soldats? C'est quoi cette histoire? Alors en fait, Mérimée met dans la bouche de Don José, une justification, voilà ce qu'il dit. « Vous saurez, monsieur », il s'adresse à son destinataire, qu'il y a bien 400 à 500 femmes occupées dans la manufacture. Ce sont elles qui roulent les cigares dans une grande salle où les hommes n'entrent pas sans une permission du 24, c'est-à-dire du juge de police, parce qu'elles se mettent à leur aise, les jeunes surtout, quand il fait chaud. Bon, d'accord, dont acte. Les soldats sont là, a priori pas pour contrôler les ouvrières, mais pour les protéger, elles et leur corps, contre les hommes qui voudraient vouloir rentrer dans cette manufacture où il y a 400 ou 500 femmes plus ou moins déshabillées. Alors, on peut quand même s'inquiéter un petit peu de la protection que ces soldats, qui sont, je vous le rappelle, eux aussi des hommes, peuvent assurer aux ouvrières. En effet, ces mêmes soldats, on les voit dans l'opéra de Bizet qui accueille Micaëla, la première fiancée de José, et il l'accueille d'une manière qui n'est pas tout à fait rassurante. Hein. Ils lui font des propositions quelque peu insistantes. Vous resterez, venez chez nous. Elle dit non, non, vous resterez, vous resterez. Je crois que de nos jours, on dirait qu'il la harcèle un peu, Micaëla. Et ce sont les mêmes soldats harceleurs qui, eux, ont accès à l'usine, voyez-vous. Donc, les ouvrières sont-elles gardées ou offertes aux soldats? Ce n'est pas si clair, mais quoi qu'il en soit, de toute façon, ce que signifie que des soldats gardent la manufacture, cela signifie que les ouvrières, pour entrer dans l'usine et en sortir, doivent traverser, très concrètement, une troupe de soldats.
Alors ça ne favorise pas une autre liberté, plus sociale ou politique, ça ne favorise pas du tout une révolte ouvrière. Et la protection assurée à ces ouvrières, en fait, est une bonne garantie contre toute tentative de rébellion. Les ouvrières sont 400 ou 500, c'est une force d'action non négligeable, mais il y a des soldats. Alors, au cas où vous pensez peut-être que je fais une lecture anachronique, je me le suis dit moi-même, donc j'ai vérifié, Carmen a écrit Mérimée entre 1845 et 1847. En 1848 a lieu justement une des premières grèves ouvrières au Creusot. Bon. Je vous rappelle aussi que Carmen de Bizet est créée en 1875, soit 4 ans après quelque chose qui s'appelle la Commune, c'est-à-dire une insurrection populaire qui voit justement la troupe affronter des ouvriers. Donc voilà Carmen, la libre Carmen, c'est d'abord une ouvrière gardée par des soldats, mais pas seulement, comme on sait, Carmen a aussi d'autres métiers qui ne représentent pas non plus le comble de l'émancipation, parce que bon, elle n'est pas exactement prostituée, mais en tout cas, elle et les autres bohémiennes, dans la bande de contrebandiers bohémiennes dont elle fait partie, ont quand même notamment pour fonction de séduire les douaniers quand il faut passer des marchandises en fraude. C'est dans Bizet, hein, « Quant aux douaniers, c'est notre affaire », chante Carmen avec ses copines Frasquita et Mercedes. Alors, vous me direz que Carmen et ses amis sont d'accord pour mettre leur corps au service de la contrebande des bohémiens. Et je vous répondrai qu'il n'est pire soumission que celles qui sont intériorisées et acceptées. Les bohémiennes pensent qu'il est normal d'utiliser leur corps et leur charme à des fins, si je puis dire, commerciales. Encore une fois, je crois avoir vu des comportements plus libres. Dans la même optique, il faut rappeler que Carmen séduit José au début de la nouvelle et de l'opéra, qu'elle séduit José pour ne pas aller en prison. Ah, pour ne pas aller en prison. Mais est-ce que ce n'est pas justement la marque de son goût pour la liberté ? Mérimée semble l'indiquer. Je cite, « Pour les gens de sa race, la liberté est tout. Et il mettrait le feu à une ville pour s'épargner un jour de prison. » L'ennui, c'est que pour échapper à la prison, Carmen ne voit pas d'autre solution que d'aliéner son corps. Elle a le choix entre deux soumissions. Pour échapper à la prison, elle va vers une autre aliénation. Elle se sert de son corps pour essayer de séduire José. Et en fait, il est frappant de voir que ce mouvement de Carmen, qui va toujours d'une soumission à une autre soumission, c'est ce qu'on retrouve aussi sur un plan plus personnel. Carmen est toujours présentée comme en lien avec un homme qui cherche à prendre le pouvoir sur elle et qui la considère comme sa propriété. Alors, je reprends les hommes de Carmen. Chez Mérimée, au début, il y en a deux, un mari bohémien, d'une part, et un officier avec lequel elle couche. Puis arrive José, qui devient son mari parce qu'il a tué le mari bohémien. Donc, du coup, il a le droit de devenir son mari selon la loi bohémienne. Et puis enfin, un dernier homme, Luca, le torero, qui va devenir chez Bizet le fameux Escamillo, le toréador. Donc, deux maris. Or, avoir un mari, qu'est-ce que cela veut dire ? La soumission. Et cette fois, Carmen est très claire sur le sujet. Elle dit à José, comme tu es mon Rome, mon mari, tu as le droit de tuer ta Romy, ton épouse. Donc voilà un mari, hein, c'est ça, selon Carmen. Deux maris, hein, elle passe d'un mari à l'autre, et puis il y a l'officier et le torero. Alors, il n'est pas dit dans le texte ce qu'ils pensent de leurs droits sur Carmen, mais là je vais me permettre d'extrapoler et penser que l'idée de l'autonomie féminine chez un officier du XIXe siècle et un torero est peut-être un petit peu limitée. Donc, voilà où nous en sommes, mais vous pourriez me dire, d'accord, Carmen n'est pas libre, mais elle aime la liberté, elle aspire à la liberté. Certes, mais alors, l'adjectif qui lui convient le mieux, ce n'est pas libre, ce sont d'autres adjectifs qui n'ont pas exactement le même sens. J'ai bien vérifié dans mon dictionnaire. On peut dire qu'elle est insoumise, mais qui dit insoumission
dit soumission préalable, sinon ce n'est pas la peine d'être insoumis. Elle est rebelle, mais qui dit rébellion dit ordre et contrainte, et pas liberté. Et puis, si Carmen aspire à la liberté, a-t-elle vraiment assez d'imagination, ou est-ce qu'on lui prête assez d'imagination pour trouver comment faire pour être libre? Je n'en suis pas si sûre. Je vais prendre un petit exemple. Comme vous le savez sans doute, José est de plus en plus jaloux, il essaie de plus en plus de faire pression sur Carmen et de brider son autonomie. Et qu'est-ce qu'elle a comme idée pour se libérer de José? Elle cherche un autre homme qui risque fort à terme de vouloir lui aussi la posséder. Elle dit à José, « Si tu m'ennuies, je trouverai quelques bons garçons qui te fera ce que tu as fait aux borgnes, c'est-à-dire à son mari. » En d'autres termes, mon mari me possédait, maintenant c'est toi parce que tu l'as tué qui veut me posséder, j'ai une formidable idée pour me défaire de toi, je vais trouver un autre homme. En gros, la liberté, selon Carmen, c'est aller d'un protecteur à l'autre. Mais peut-être que ma lecture est un peu trop grossière, et peut-être que la liberté de Carmen, elle se niche dans le détail du texte. Alors on va aller voir un petit peu plus près les moments où il est question de la liberté de Carmen, en commençant par un air où justement il est question de rébellion, la fameuse Habanera, le grand air de Carmen dans l'opéra. Alors, prenons la Habanera. Comme chacun sait, dans cet air, il est question de l'amour qui ne connaît pas de loi et qui est un oiseau rebelle. Donc, on retrouve l'idée que j'évoquais, l'amour n'est pas libre, il est rebelle, c'est-à-dire, mon dictionnaire est formel, un rebelle, c'est quelqu'un qui se révolte contre l'autorité du gouvernement légitime d'un pouvoir établi. Donc, qui dit rebelle dit pouvoir établi. Mais ce qui est surtout inquiétant dans cet air, c'est ce qu'on veut faire à l'oiseau. Alors, bien sûr, au début, on veut l'apprivoiser, mais cela ne dure pas. Ensuite, il est question de le surprendre, puis de le tenir, et s'il est question de prière, il est quand même aussi question de menace. Rien n'y fait, menace ou prière. Quelqu'un qui a le choix pour apprivoiser entre la menace ou la prière, et je le crains, quelqu'un qui exerce un pouvoir. Et cet oiseau rebelle, il vit un peu dangereusement s'il veut être libre. Maria Callas, dans une version de la Habanera qu'on a conservée, elle fait un très très joli lapsus. Au lieu de chanter « L'amour est un oiseau rebelle », elle chante « L'amour est un enfant rebelle ». Un enfant, c'est typiquement quelqu'un que l'on peut menacer ou prier. Et si on a le choix entre la menace et la prière, c'est parce qu'on a des droits sur l'enfant. Il est mineur. Il n'est pas libre. Le lapsus de Callas est peut-être révélateur, et l'amour de Carmen est peut-être rebelle, mais il n'est pas si libre que ça. Si peu libre d'ailleurs qu'il faut noter au passage que cet amour qui ne connaît pas de loi, en fait en connaît une qui est assez clairement énoncée. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime, et si je t'aime, tu es en danger, prends garde à toi. C'est une loi, ça, c'est une généralité, une maxime qui fait loi. Donc, l'amour de Carmen est en fait soumis à une loi qui est énoncée au moment même où on nous dit qu'il ne connaît pas de loi. C'est assez symptomatique de cette présence de la coercition au moment où on dit que Carmen y échappe. Mais la Habanera donne aussi une autre piste, dont on avait déjà eu une première idée dans ma vision générale. Certes, cet amour ne connaît pas de loi, et en fait il en connaît une, comme on l'a vu, mais il est instable. Donc l'essentiel du message de la Habanera et au-delà, c'est que l'amour c'est quelque chose d'imprévisible, que Carmen est imprévisible. Donc l'amour, nous dit la Habanera, il vient, s'en va, puis il revient, ce à quoi fait écho le récitatif de Carmen juste avant la Habanera, « Quand je vous aimerai vraiment, je ne sais pas ». Ce à quoi fait écho l'air qu'on appelle la Szegedi, avec mon nouvel amant. Oui, Carmen change d'amant tout le temps, ça c'est certain. Alors, est-ce que ça serait ça, la liberté de Carmen? Est-ce que ça serait de ça dont on parle? L'instabilité. Alors, le problème, c'est que, comme on l'a vu,
Ce qui est frappant dans cette instabilité, c'est qu'une hypothèse n'est jamais faite, ni par Carmen, ni par l'auteur de la chanson, c'est que Carmen existe indépendamment d'un lien avec un homme, que sa liberté s'exerce dans une absence de lien. Je cite encore la Habanera, « L'un parle bien, l'autre se tait, et c'est l'autre que je préfère. » L'un ou l'autre, mais jamais personne. Pendant très longtemps, comme vous savez sans doute, on a défini les femmes en fonction d'un lien à un homme, fille de, femme de. Et quel est alors le problème posé par cette instabilité de Carmen ? C'est qu'on ne peut plus la définir comme cela, parce que ça change un peu trop vite. Ce n'est pas qu'elle n'a pas de maître, c'est qu'elle en change tout le temps. Libre, ça voudrait alors dire en fait indéfinissable, que l'on ne peut pas identifier, catégoriser, figer et ficher. Mais identifier, ficher, d'un point de vue politique, ce n'est généralement pas le signe que l'on est dans un régime de liberté. Si je résume mes observations à ce stade, on s'aperçoit que la liberté proclamée de Carmen ne se comprend d'abord que sur le fond d'une oppression qui la tient, contre laquelle elle est rebelle, mais qu'elle n'abolit en aucun cas, oppression où l'on se plaint de ne pouvoir la contrôler totalement par une identification. Alors, si on est un peu déçu par la liberté sociale de Carmen, par la liberté en amour, il nous reste une autre explication. Carmen est libre en tant qu'elle est bohémienne et pas en tant qu'elle est amoureuse ou ouvrière. Et en effet, je vous l'ai dit, Mérimée est très clair là-dessus, ces gens-là sont épris de liberté. Et vous vous souvenez peut-être de l'ode à la liberté dans l'opéra de Bizet que chante Carmen à la fin de l'acte 2. Le ciel ouvert, la vie errante, pour pays l'univers, pour loi ta volonté, et surtout la chose enivrante, la liberté, la liberté. Ça, c'est mieux. On tient peut-être notre liberté. Alors bien sûr, je pourrais chipoter. Je pourrais dire que figer les bohémiens dans l'image de la liberté, c'est un stéréotype, et que les stéréotypes ont un peu tendance à emprisonner dans les représentations plus qu'à libérer. Mais je ne veux pas chipoter. Les gitans sont libres, et Carmen étant une gitane, elle est libre, c'est QFD. Alors, le seul problème, c'est que cette liberté des bohémiens apparaît un peu moins clairement quand il est question de bohémiens au féminin, de bohémiennes donc. En gros, du côté des bohémiens de Carmen, soit on a la loi déjà vue qu'un homme peut tuer sa femme, donc la liberté, mais bon, soit on a la vision des bohémiens de Bizet, ils ont surtout l'idée qu'une femme, c'est un outil utile pour voler, duper, etc. Pour le plaisir, je vous lis cet extrait de Bizet, c'est le fameux quintet de la fin de l'acte 2 de l'opéra de Bizet, en matière de tromperie, de duperie, de volerie. Il est toujours bon, sur ma foi, d'avoir les femmes avec soi. Donc, l'hypothèse qu'une femme puisse se rebeller face à cet ordre bohémien n'est pas vraiment envisagée. Si, une fois, chez Bizet, justement à la fin de l'acte 2, quand les contrebandiers amis de Carmen vont chercher les femmes parce qu'ils ont besoin d'elles pour duper, séduire, etc. Parce qu'ils ont en tête une affaire, disent-ils. Il ne semble pas douter un instant que Carmen va les suivre, c'est moi le chef, dit l'un d'eux, mais elle refuse de les suivre. Et elle ne semble pas très impressionnée par l'affirmation de son leadership par son camarade bohémien. Elle dit « Je ne viens pas ». Mais pourquoi refuse-t-elle de les suivre ? Non pas parce qu'elle aurait une crise d'autonomie, mais parce qu'elle est amoureuse. La raison, Carmen, la raison, c'est qu'en ce moment, je suis amoureuse. Bref, elle hésite à nouveau entre deux liens. Soit elle se soumet à un ordre bohémien, soit elle se soumet à un ordre amoureux, ce qui, à nouveau, n'est pas le signe d'une extraordinaire autonomie. Donc libre, dans le cas de Carmen, ça veut dire au mieux qu'elle aspire à la liberté dans un régime d'oppression, au pire qu'elle hésite entre deux soumissions. Mais alors, qu'en est-il de cette affirmation ? Libre elle est née, libre elle mourra, dont le sens ne m'apparaît plus du coup de manière très lumineuse. En effet,
Carmen n'est pas tout à fait libre et on voit mal comment la mort, qui n'est pas une expérience très libératrice, pourrait arranger les choses. Alors, cette phrase, je pourrais lui donner un sens pas très sympathique. Ce n'est pas Carmen qui parle, en tout cas, elle ne dit pas « je ». On met dans la bouche du personnage une phrase où on dit qu'elle est libre. Mais le mot « libre », c'est une sorte de paravent qui masque une tentative ratée d'émancipation. L'oiseau change parfois de cage, ébranle un peu les barreaux, mais il est en cage. Rebelle, elle mourra, peut-être, mais pas libre. Elle meurt pas libre du tout. Libre, c'est un mot en trompe-l'œil qu'on applique à celle qui ne peut pas l'être, justement, et on lui applique cet adjectif au moment où on a trouvé la solution pour bloquer définitivement toute aspiration à la liberté. La mort, ça empêche d'être rebelle. La mort, ça fige surtout. On sait enfin dans quelle cage va être l'oiseau instable. Le moment où Carmen donc est appelée libre est le moment où on est sûr qu'elle ne le sera plus jamais et où elle paie d'avoir tenté comme elle pouvait de l'être. D'habitude, on dit que Carmen va mourir parce qu'elle ne veut pas renoncer à sa liberté. Mais si sa liberté, c'est en fait de la soumission contre de l'insoumission en échec contre une coercition, ben, à quoi elle renonce? Il n'y a pas grand-chose à quoi renoncer. Je dirais plutôt qu'elle meurt parce qu'elle se rebelle sans arriver totalement à se libérer. Elle meurt parce qu'elle n'est pas libre et je crains qu'elle ne soit pas davantage libre une fois morte. Mais les choses sont un petit peu plus compliquées. Parce qu'en fait, je suis d'accord avec cette phrase, je suis d'accord avec une partie de la phrase qui est « libre, elle mourra ». J'admets que Carmen est libre à un moment de l'histoire et que c'est à ce moment-là qu'elle meurt. L'ennui, comme on va voir maintenant, c'est qu'à ce moment, le seul moment où je veux bien admettre qu'elle est libre, eh bien, on se met à dire qu'elle n'est pas libre. Donc ça m'amène à ma deuxième proposition. Quand Carmen est libre, on dit qu'elle n'est pas libre et on l'empêche de l'être accessoirement. Alors, de quoi je parle? Quelle est cette liberté de Carmen que je sors de mon chapeau? C'est une liberté très simple, qui est la mienne ici, par exemple. C'est une liberté de déplacement dans l'espace. Carmen, elle peut bouger, elle peut aller à peu près où elle veut. C'est dit dans l'ère de la liberté des bohémiens, hein, le ciel ouvert, la vie errante. Ce ciel ouvert, c'est vrai que Carmen en profite, et surtout chez Mérimée, elle a vraiment une certaine liberté de mouvement. Alors, par exemple, je vous cite ce passage, c'est Don José qui parle. « Nous partîmes pour Gaucine, où je retrouvai Carmen qui m'y avait donné rendez-vous. Dans les expéditions, elle servait d'espion à nos gens. Et de meilleur, il n'y en eut jamais. Elle revenait de Gibraltar. Donc elle va, elle vient, elle voyage. Mais là, elle voyage pour les affaires bohémiennes. Et donc peut-être sur ordre. Mais à la fin, on la voit également voyager seule, pour son plaisir, manifestement. Toujours José. Pendant que j'étais caché à Grenade, il y eut des courses de taureaux où Carmen alla. Donc voilà, Carmen, elle veut aller aux courses de taureaux, elle y va. Cette liberté d'aller où bon lui semble, on la retrouve au moment de la mort, curieusement. C'est-à-dire au moment où Carmen va déclarer que Carmen sera toujours libre. On la retrouve chez Mérimée, où il y a quelque chose de très curieux. À aucun moment, Don José ne contraint Carmen à le suivre vers la gorge solitaire où il va la poignarder. Il ne la tient pas, il ne l'oblige pas, et il lui donne même l'occasion de fuir. Ils se sont arrêtés près d'un petit ermitage, et il la laisse seule un bon moment. Puis il revient, et il dit explicitement qu'il espérait qu'elle se serait sauvée. C'est-à-dire que véritablement, au moment de mourir, Carmen est libre de ses mouvements. Et en ce sens, on peut dire qu'elle meurt libre. À un détail près, évidemment, que vous aurez sans doute noté, c'est qu'elle ne profite pas de cette liberté, elle ne se sauve pas. Alors, pourquoi n'en profite-t-elle pas? Parce qu'à ce moment-là, Mérimée fait tout pour nous persuader qu'elle n'est pas libre. Voilà, elle est libre, mais il va, par tous les moyens, nous faire croire qu'elle ne l'est pas. En fait, il l'enferme, Mérimée, en utilisant 3 moyens très sûrs pour enfermer un personnage de fiction dans notre tradition littéraire. D'abord, il l'enferme dans un dilemme, la liberté
ou la mort. Elle doit mourir parce que sinon, si elle ne meurt pas, elle ne serait pas libre. Donc, elle a le choix entre ne pas être libre d'un côté ou mourir de l'autre. Elle choisit la mort parce qu'elle ne peut pas avoir la liberté. Ça, c'est ce qu'on retient d'habitude de Carmen. Sauf que ça ne marche pas très bien. Ce n'est pas vraiment vrai, si je puis dire. Carmen n'a pas le choix entre ne pas être libre et mourir. Alors pourquoi je dis ça ? Parce que tout au long de la nouvelle, elle a montré qu'elle était pleine de ressources pour échapper à Don José, mais sans mourir, c'est-à-dire pour se libérer de José sans mourir. Alors, elle a le projet qui n'est pas idéal, mais quand même de trouver un bon garçon, pour au moins changer d'homme. Ça lui fera une petite liberté en transition, avant que l'autre redevienne jaloux. Ensuite, il ne faut quand même pas oublier que Carmen est très douée chez Mérimée, et aussi d'ailleurs chez Bizet, dans le maniement des armes, et même qu'elle est plutôt plus douée que José, à qui elle sauve la mise une fois. Donc, elle peut parfaitement se défendre physiquement contre José. Ensuite, elle peut mentir. Elle a une capacité à mentir tout à fait remarquable, et José le dit dans Mérimée, elle mentait, monsieur, elle a toujours menti. Alors, pourquoi elle ne ment pas au moment de la mort pour s'en sortir ? Parce qu'elle ne veut pas s'en donner la peine. Mais depuis quand Carmen a-t-elle de la peine à mentir ? Elle ne fait que ça. Donc ça ne va pas trop, cette raison-là, ça ne me convainc pas. Et puis, quoi qu'il en soit, elle peut se sauver, comme on vient de le voir. Elle n'est pas contrainte, elle a toutes les occasions de fuir jusqu'au bout. Donc, Carmen n'a absolument pas un choix à faire entre d'un côté la soumission et de l'autre la mort, mais elle a un choix à faire entre se débarrasser de José par tous les moyens que j'ai dit et la mort. Elle a le choix entre être un peu plus libre et mourir. Mérimée met donc en place très habilement une sorte de dilemme en trompe-l'œil dont l'effet est de masquer la liberté de Carmen et de nous faire croire, et moi aussi je l'ai cru longtemps, qu'elle meurt parce qu'elle ne peut pas être libre. Pour parfaire ce dispositif, Mérimée ajoute deux autres moyens plus forts encore pour contraindre un personnage. Alors, deuxième moyen, le stéréotype. Pourquoi Carmen ne fuit-elle pas ? Pourquoi ne fait-elle pas usage de sa liberté de mouvement ? Mérimée tente une raison. Elle ne veut pas qu'on dise que José lui a fait peur. Alors, cette première raison ne va pas très bien. D'abord, il n'y a personne, donc personne ne dira que José lui a fait peur. Ça, c'est un détail, mais je le note. Et puis, surtout, toute la nouvelle a montré que José ne fait pas peur à Carmen du tout. En fait, cette phrase, c'est un stéréotype sur le sens de l'honneur gitan, un stéréotype que Mérimée sort un peu de son chapeau et qui empêche Carmen d'user de sa liberté de mouvement. Et c'est là que Mérimée va dégainer son arme principale, qui permet à coup sûr de contraindre un personnage trop libre, la fatalité. Nous y voilà. En fait, Carmen ne fuit pas. Elle suit Don José docilement, alors qu'elle pourrait faire autrement, à cause du destin. Elle sait qu'il va la tuer et elle y croit. À quoi bon lutter ? Qu'on en finisse, c'est écrit. Et oui, les cartes, mais on va en parler. Elles ne sont pas chez Mérimée. Chez Mérimée, qu'y a-t-il ? Il y a, voilà exactement ce qui se passe. 6 pages, seulement 6 pages avant la mort de son héroïne, Mérimée lance une grande opération que j'appellerais de rétro-lecture. Son personnage, tout à coup, revient sur tout ce qui s'est passé, relit ce que nous avons lu avec une certaine insouciance, et y trouve assez soudainement les raisons qui doivent inéluctablement mener à sa mort. Alors, je reprends dans le détail. José n'est pas content de Carmen, toujours un petit peu rebelle, et il menace de la tuer avec sa délicatesse habituelle. On est plus dans la menace que dans la prière à ce stade. Et voilà que brutalement, 6 pages avant la fin, elle se souvient avoir vu, je cite, « plus d'une fois dans du marc de café que nous devions finir ensemble. La nouvelle est commencée depuis une 60aine de pages, et c'est la première fois que Mérimée nous parle d'une mort prédestinée. » Donc il est un peu étrange que Carmen déclare brutalement savoir depuis longtemps qu'elle doit mourir de la main de son amant, et avoir vu cela plus d'une fois, un peu étrange mais très commode, pour qu'elle ne bouge pas, alors qu'elle a la liberté de bouger.
Quelques pages plus loin, Mérimée parachève l'illusion. Non seulement que Carmen peut échapper à la mort, mais qu'en plus, nous l'avons toujours su. C'est-à-dire qu'il charge Carmen de s'auto-aliéner, si je puis dire, et de réinterpréter tout ce que nous venons de lire comme une noire tragédie, avec plein de signes annonciateurs de la mort, qui laissent entendre que depuis toujours, Carmen ne peut que mourir sous la main de José. Je cite, « J'ai toujours pensé que tu me tuerais ». Elle ne l'avait pas dit, mais là, elle le dit. « La première fois que je t'ai vu, je venais de rencontrer un prêtre à la porte de ma maison. Et cette nuit, en sortant de Cordoue, n'as-tu rien vu? Un lièvre a traversé le chemin entre les pieds de ton cheval. C'est écrit. » Alors c'est peut-être écrit, mais jusqu'à présent, on ne l'avait pas lu. Et ça arrive juste maintenant. La fatalité arrive au dernier moment, mais à temps, pour entraver Carmen. On a eu un peu chaud. Carmen a failli pouvoir se sauver. Et Mérimée a failli la laisser s'échapper. Heureusement qu'il y a la fatalité. Alors, Bizet et ses librettistes, Meillac et Halévy, savaient lire. Et peut-être qu'ils ont vu le danger qu'elle se sauve. En tout cas, ils ont fait plus attention que Mérimée à bien enfermer le personnage dans la fatalité dès le début de l'opéra. D'emblée, on entend dans l'ouverture le fameux thème dit du destin que l'on retrouve à l'acte 1 et avant le final. L'acte 3 s'ouvre sur le non moins fameux air des cartes où Carmen voit dans l'annonce de sa mort dans un jeu de tarot, carreau, pique, la mort. Ça, c'est pas chez Mérimée, mais justement, il le rajoute, qu'on soit bien persuadé que ça va mal finir et que c'est écrit. Et enfin, au début du 4e et dernier acte, Frasquita et Mercedes, les amis de Carmen, lui disent encore de prendre garde au cas où nous n'aurions pas compris qu'une funeste menace pèse sur elle. Il est alors facile, évidemment, à Meillac et à Halévy de montrer une Carmen résignée à son sort. Que de mots inutiles, à quoi bon tout cela? C'est ce qu'elle dit à José. Ben oui, depuis le temps qu'on nous annonce que ça va mal finir et que c'est écrit, il est normal qu'elle soit résignée. Mais malgré toutes ces précautions, Meillac et Halévy n'ont peut-être pas remarqué que dans leur écriture aussi, Carmen peut s'échapper jusqu'au bout, là aussi, en termes d'espace et de mouvement. Alors, je reprends le final de l'opéra. On est juste avant le début de la corrida, où va s'illustrer le nouvel amant de Carmen, Escamillo. Les amis de Carmen lui disent de prendre garde parce que José est revenu, mais Carmen annonce qu'elle va lui parler. C'est une drôle d'idée d'aller lui parler, alors qu'elle pourrait suivre Escamillo et assister à la corrida, tout irait bien. Mais chez Mérimée, comme chez Mérimée, c'est motivé non pas du tout par son goût de la liberté, mais par son sens de l'honneur. Mais je suis brave, je n'ai pas voulu fuir. Donc elle va parler à José alors que la corrida commence. La question, c'est de savoir où elle lui parle. Et là, il faut aller voir la partition la première partition de Schoudens, s'il y a des connaisseurs, et aller voir les didascalies sur la partition, parce que la partition de l'opéra comporte des didascalies. Et voilà ce qu'on nous dit, voilà où ça se passe. Une place à Séville, très bien, au fond du théâtre, c'est-à-dire là, les murailles des vieilles arènes. Donc là, vous avez des murailles, d'accord ? L'entrée du cirque est fermée par un long vélum. Un vélum, c'est une sorte de toile qui permet de protéger de la lumière. Voilà, ça se passe là. Et pour la suite, je vous demande de noter aussi que sur la partition, il nous est dit que le chœur reste dans la coulisse. Bien. Donc, au fond de la place, il y a les murailles des vieilles arènes, donc il n'y a pas d'issue, c'est bloqué. Mais en revanche, c'est une place, et une place n'a pas qu'un seul côté, même si elle est en rond. Une place, ça, c'est un espace ouvert, par quoi la scène du théâtre qui représente ce décor, certes, là, nous montre une issue bloquée, mais on a, côté cour et côté jardin, des lignes de fuite, puisque ça représente une place, un espace ouvert. On a même, pourquoi pas, 3 possibilités de fuite si on décide que Carmen peut s'enfuir par la salle où se tiennent les spectateurs en franchissant ce qu'on appelle le fameux 4e mur. Donc, Carmen peut fuir. C'est ça qui est prévu
par la partition, par les didascalies, on nous donne à voir une femme qui peut fuir et qui est libre de fuir. Car, à la fin de la scène, oui, Carmen veut fuir. Elle veut fuir. Elle veut échapper à José. Mais c'est là que les choses se compliquent et que la liberté spatiale de Carmen commence à être, on va dire, sous-exploitée. Alors, où en sommes-nous? Carmen dit à José qu'elle ne l'aime plus. On entend derrière les murailles des arènes les cris de joie de la foule, donc du chœur qui est hors scène, devant les premiers exploits d'Escamillo. Et là, Carmen veut en effet quitter la place, mais pour aller où? Dans les arènes. C'est-à-dire, la didascalie est très claire, Carmen veut entrer dans le cirque. Donc, ce qui nous est donné à voir à ce moment-là, c'est une femme amoureuse d'Escamillo qui veut aller rejoindre son amant. Cette femme, on sait que c'est une femme avisée, qui sait se battre, qui sait s'évader, qui est forte, comme on l'a dit plus haut, en duperie, en menterie. C'est une femme réputée aimer la liberté. C'est une femme qui peut s'échapper par la droite, par la gauche, quitte à rejoindre les arènes par une porte dérobée, par l'entrée des artistes, que sais-je, puisqu'elle copine avec l'artiste, justement. Eh bien, cette femme, qui peut faire tout ça, on nous la montre, qui veut aller vers le seul endroit barré de l'espace. Et en plus, la partition indique que Don José lui barre le passage. Bon, d'accord, il lui barre le passage, mais il suffirait qu'elle fasse demi-tour pour partir. Mais elle ne le fait pas, c'est-à-dire ce n'est pas prévu. C'est-à-dire qu'en termes spatiaux, dans certaines mises en scène, on a un effet bizarre où Carmen peut fuir de tous les côtés et s'obstine à aller là où elle ne peut pas aller. C'est-à-dire que la fin de Carmen nous donne à voir de manière frappante la possibilité d'un mouvement libre dans l'espace et sa négation par le discours des didascalies. Elle va vers le cirque, c'est-à-dire vers l'issue bloquée. José lui barre le passage. Donc, enfermement verbal parce que disent les didascalies, mais quand même, la liberté de mouvement est montrée par ce dispositif scénique que j'ai décrit. Et c'est là que certains metteurs en scène, et pas forcément les plus réactionnaires, viennent au secours de l'entreprise de contrôle de la liberté spatiale de Carmen. Donc, je vous ai dit que les didascalies laissent ouverte la possibilité de ligne de fuite, côté cour, côté jardin, voire du côté de la salle. Certaines mises en scène remédient à ce problème, comme je vais essayer de vous le montrer maintenant. Vous allez voir que Carmen est souvent un peu enfermée par des effets de scénographie de tous les côtés. Alors, je vous montre un premier extrait. On va avoir une série d'extraits assez brefs. Je vous montre déjà comme ça, comme vous le remarquerez. C'est à l'Opéra de Paris en 1980. Non seulement elle ne peut pas partir par là, mais par la droite et par la gauche aussi, c'est relativement bloqué. Donc voilà, je vous montre ce que fait Carmen. Elle pourrait quand même s'échapper par là, mais elle n'y pense pas. Elle a une forte tendance à aller droit dans les murs à ce moment-là. Un deuxième exemple où c'est juste une variante sur l'espace clos, on peut regarder. Voilà, là, vous voyez que voilà ce qu'est une place pour ce metteur en scène. C'est une place assez fermée également, où les côtés sont un petit peu bloqués. Ça, c'était au festival de Glyndebourne en 1985. Mais le mieux, c'est quand même de quitter la place et d'enfermer Carmen dans un espace clos et encore plus fermé. Troisième exemple. Voilà, ben ça suffit. Vous voyez qu'elle est dans la loge d'Escamillo avec Don José. Ben là, au moins, on est sûr qu'elle ne va pas prendre la poudre d'escampette.
Donc ça, c'est une autre solution. On peut faire plus raffiné. C'est-à-dire qu'on peut vouloir, pour enfermer Carmen, un lieu fermé couleur locale. Et le plus simple, alors, c'est de la mettre dans des arènes. Parce que des arènes, c'est fermé de tous les côtés. Et comme ça, on est sûr qu'elle ne va pas s'échapper. Je vous donne un premier exemple cinématographique qui va vous permettre de voir une arrivée de Don José tout à fait remarquable. Averti que tu n'étais pas loin, que tu devais venir. Voilà donc pour des arènes cinématographiques, mais évidemment, c'est encore mieux quand on dispose de vraies arènes. Et c'est ainsi qu'au Festival de Vérone, dans les arènes de Vérone, évidemment, Carmen se retrouve dans une arène, et pour cause. Donc je vous montre ça. Vous pouvez voir que non seulement il y a des arènes, mais en plus il y a une grille, parce qu'on n'est jamais trop prudent quand même en matière de liberté spatiale de Carmen. Alors on pourra en reparler, peut-être que vous aurez des choses à me raconter sur ça. Il y a bien sûr des arènes pas loin d'ici à propos de couleurs locales où des Carmen ont été montées, et donc on pourra en reparler. Mais on n'a pas toujours des arènes sous la main. On n'a pas toujours le moyen de construire des arènes. Alors, pour les opéras à faible budget, on peut néanmoins représenter des arènes pour un prix modique, ce qui a été fait à l'Opéra national de Paris récemment, qui devait avoir des problèmes budgétaires. Donc, je vous montre ce que ça donne. Ça va arriver. Carmen est blonde. Et voilà, hein, c'est économique, c'est très simple. On la met dans un cercle dessiné au sol. Et voilà des arènes économiques. Et bien sûr, là, c'est José qui arrive. Et vous allez voir, José, il peut rentrer dans le cercle, mais Carmen, elle n'en sort pas. Voilà. Alors, si on ne veut pas faire un cercle, on peut aussi procéder de la manière suivante, toujours pour les opéras à faible budget. On met un petit tapis, hein, et ça fait espace circonscrit, et ça fonctionne très bien aussi. Alors, je vous passe une autre solution que j'aime beaucoup, mais il faut savoir arrêter les meilleures choses, qui a consisté à mettre Carmen dans un bassin d'eau. Alors non seulement elle est entourée par les rebords du bassin d'eau, mais en plus elle est dans l'eau. Donc ça c'était... où est-ce que c'était ? Je ne sais plus. Mais en revanche, c'est à Bregenz. En revanche, il y a encore une autre solution, c'est la carte de jeu géante. Alors celui-là, je vous le montre, hein, ça bloque bien Carmen aussi. Vous allez bientôt voir la carte. Carmen est brune. Voilà. Et elle n'en sort pas. José a le droit de rentrer. Voilà, José, il peut rentrer, mais Carmen ne sort pas de son espace quelque peu fermé. Mais on peut ne pas faire confiance à l'architecture, hein, à la scénographie, et on peut plutôt vouloir contrôler Carmen par des moyens humains. On peut se dire finalement, c'est plus sûr. Et je voudrais vous montrer à ce propos la solution qui a été trouvée au Stadtopera de Berlin. Je vous le montre et je pense que vous allez comprendre tout de suite comment il fait pour entourer Carmen. Là, il n'y a personne. Regardez qui arrive. Que fait le chœur?
Voilà, le cœur fait une arène humaine, ça fonctionne aussi très bien. Et il entoure, alors c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que la didascalie dit que le cœur est en coulisses. Or là, le cœur arrive évidemment sur la scène pour entourer Carmen. Et comme je vous disais, cette manière de restreindre l'espace dévolu à Carmen, ce n'est pas le fait simplement des metteurs en scène les plus réactionnaires. Par exemple, alors je ne sais pas ce qu'a fait Muscato à Florence, puisque c'était complet, donc je n'ai pas pu y aller. À Montpellier, je ne veux pas divulgacher les choses pour ceux qui n'auraient pas encore vu le spectacle. Il y a encore une représentation demain, mais on pourra en parler. C'est assez intéressant la solution qui a été trouvée. Et puis je peux prendre l'exemple d'Olivier Py à Lyon. Olivier Py qui est connu pour ses mises en scène relativement avant-gardistes et qui pratique beaucoup le théâtre dans le théâtre. Ce qui ne l'empêche en aucun cas d'enfermer Carmen. On va voir comment il fait, je vous montre ça. Voilà, donc en fait, c'est une scène qui est représentée. Il y a une scène sur la scène, donc voilà. Et pendant toute la scène finale, Carmen est coincée sur cette scène déposée sur le plateau et elle n'en sort pas. Et elle se comporte comme si elle ne pouvait pas en sortir. Je vais vous montrer une autre image où on le voit mieux. Voilà, là vous voyez, Carmen s'arrête là. Elle pourrait parfaitement descendre de cette scène posée sur le plateau, mais non, elle s'arrête là comme si finalement elle était bloquée, peut-être comme avec une rupture de l'illusion théâtrale, parce qu'il y a l'idée très forte évidemment que prendre la fuite par là et par là, c'est aller en coulisses. Et du coup, une cantatrice ne peut pas quitter la scène, c'est interdit. Donc il y a ce dilemme aussi que montre Olivier Py. Quoi qu'il en soit, le fait est que tous les moyens sont bons pour enfermer Carmen. Alors, je reprends, le ciel ouvert, la vie errante. La phrase de Carmen à l'acte 2 prend un sens un petit peu grinçant après cet aperçu. Le ciel n'est pas si ouvert après tout, les coulisses non plus, et la seule liberté de Carmen, cette liberté très physique de mouvement, il semblerait que par les moyens de l'écriture, puis de la mise en scène, on la lui refuse. Alors, comme j'ai écrit un livre qui s'appelle « Carmen pour changer », vous vous attendez peut-être à ce que je dise comment je suggère de faire. Et puisque je suis si forte et que je pense que Carmen n'est pas libre, comment je ferai, moi, pour la libérer en lui permettant d'échapper au discours qui l'enferme. Je pourrais essayer de le faire. Je l'ai un petit peu fait dans mon livre. Mais ce soir, pour changer, donc, j'ai une autre idée. Mon idée est la suivante. Si le discours enferme, cherchons une femme libre dont on ne parle pas du tout comme une femme libre. Or, dans Carmen, dans l'opéra, je veux dire, il y a bien une femme libre de ses mouvements, une femme autonome qui se passe de domination masculine, une femme dont j'aimerais bien qu'elle fasse quelques suggestions à Carmen pour l'aider à se libérer, et de cette femme, on ne dit jamais qu'elle est libre. Cela va peut-être vous surprendre si vous connaissez l'opéra, mais cette femme se nomme Micaëla. Alors, je sais que ma proposition peut sembler étrange, puisque le personnage de Micaëla a été créé par Bizet et ses librettistes pour compenser le caractère sulfureux de Carmen. Micaëla, c'est l'ancienne fiancée de José, la jeune fille vierge, blonde, soprano, qui a de beaux aigus, contre la brune mezzo avec des graves noirs, la méchante Carmen. Mais regardons un petit peu ce que fait cette jeune fille pure. D'abord, elle dispose dans l'histoire d'une liberté de mouvement absolument extraordinaire. Donc, je vous rappelle que José vient de Navarre, du Pays basque, et que Micaëla est originaire du même village que lui, où se trouve la mère de José. Bien. Or, à l'acte 1, la voilà qui débarque, seule, à Séville, envoyée, dit-elle, par la mère de José. D'ailleurs, est-ce que c'est vrai, ça? Moi, on ne saura jamais, mais passons. Donc, elle arrive de Séville, et parce que, dit-elle, la mère de José lui a demandé d'aller voir son fils. Et qu'a dit la mère de José à Micaëla? C'est d'après Micaëla, je cite, « Tu vas, m'a-t-elle dit, t'en aller à la ville, la route n'est pas longue, une fois à Séville, tu chercheras mon fils. » La route n'est pas longue.
Alors, d'après Google Maps, dont ne dispose pas Micaela, ça fait 837 km, soit 173 heures de marche. Or, cette route, Micaela ne la fait pas une fois, mais 2 fois. Hein, et à chaque fois, elle l'a fait à l'acte 1 pour aller voir José à la demande de sa mère, et puis une seconde fois à l'acte 3, elle est revenue en Navarre, et puis elle revient chercher José, qui est parti dans la montagne avec Carmen et la bande de contrebandiers. Il n'est dit nulle part qu'elle fait la route accompagnée, hein, a priori. Et une fois qu'elle est la deuxième fois à l'acte 3 à Séville, elle entreprend, tant qu'elle y est, une randonnée en montagne pour retrouver José, qui est parti avec Carmen et les contrebandiers dans la montagne. Alors, je préfère ne pas savoir quel lieu interlope elle a dû fréquenter à Séville pour se rencarder, comme on dit, sur le lieu où était José. Passons sur ce détail. Toujours est-il que dans le livret, nous apprenons qu'elle a un guide avec elle pour l'accompagner dans la montagne. Mon guide avait raison, l'endroit n'a rien de rassurant. Mais l'emploi de l'imparfait, mon guide avait raison, laisse clairement entendre que Micaela est de nouveau seule. En fait, le guide est parti et elle est seule dans la nuit, dans la montagne, près d'un repère de contrebandiers. On a vu des vierges plus effarouchées. Donc, on comprend que Micaela commence son air, en son grand air de l'acte 3, en chantant « Je dis que rien ne m'épouvante ». Micaela a une liberté de mouvement assez extraordinaire, mais elle a aussi, par rapport à Carmen, une remarquable autonomie par rapport aux hommes. En effet, quand elle revient dans la montagne, on apprend qu'elle n'aime plus José et qu'elle ne pense plus à lui en termes amoureux, celui que j'aimais jadis. Elle vient juste pour le prévenir que sa mère est mourante, et ce qui l'intéresse, ce n'est pas qu'elle va revoir son ancien fiancé, mais Carmen, je cite, « Je vais donc voir de près cette femme dont les artifices maudits ont fait de lui un infâme », et elle n'enchaîne pas sur l'infâme en question, elle enchaîne sur Carmen, qui la fascine beaucoup plus que son ancien fiancé, manifestement. Elle est dangereuse, elle est belle, mais je ne veux pas avoir peur. En fait, Micaela, elle est prise dans un réseau de relations féminines. Hein. Elle voyage seule, elle vient pour parler de la mère et pour voir la femme, l'autre femme belle et dangereuse. Elle est ainsi représentée dans une remarquable situation d'autonomie, ce que dit très clairement, ou presque, une phrase de son grand air, une phrase qui n'est pas rien, qui est « Je dis que je réponds de moi ». Ça, c'est ce que dit Micaela. Alors, j'ai dit presque parce qu'à mon grand dame, elle dit très exactement, je dis hélas, que je réponds de moi. J'aimerais bien pouvoir enlever cet hélas, mais bon, personne n'est parfait. Mais c'est encore mieux, quoi qu'il en soit, si l'on revient à l'oiseau rebelle de la habanera. On a vu que comme oiseau, Carmen a une forte tendance à aller d'une cage à l'autre hein, et à se voir bloquer très concrètement les issues qui lui permettrait de s'échapper. Or, Micaela aussi est un oiseau qui fait ce que Carmen ne fait jamais, elle s'échappe très physiquement. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est Morales, le soldat, celui qui cherche de manière assez menaçante à l'entraîner chez les soldats, à l'acte 1, vous resterez, et Micaela fait ce que Carmen ne fait pas, elle échappe aux soldats, c'est ce que dit la didascalie, elle cherche à se dégager, puis s'échappe, et c'est ce que dit le soldat en nous donnant une toute autre image de l'oiseau, il dit « l'oiseau s'envole ». Donc voilà un oiseau plus que rebelle, un oiseau libre, ça s'envole. S'il est une femme libre dans cet opéra, il me semble que ce n'est pas Carmen. Alors, je n'ai pas parlé prudemment de la mise en scène à Florence, mais vous avez peut-être une idée de ce que je pourrais en dire maintenant. Si on doit faire une version féministe de Carmen, ce n'est peut-être pas la fin qu'il faut changer, mais plutôt le décor. Cela se passerait sur la route entre la Navarre et Séville, ou alors quelque part, la nuit, sur un chemin de montagne. Et puis, il faudrait changer le titre. En fait, dans mon livre, je n'ai pas choisi le bon titre. Carmen pour changer, c'est pas mal. Mais le Carmen dont je rêve à présent
aurait un autre titre, évidemment, et je rêve de cet opéra qu'aurait pu écrire Bizet s'il n'était pas mort prématurément, un opéra qui reste à écrire et qui s'intitulerait évidemment Micaëla. Merci. Merci beaucoup, Sophie. Et donc, vous avez tous compris le mot d'ordre, toutes et tous, avec Micaëla, pour sauver Carmen. C'est le seul moyen de sortir de là, hein, dans tous les sens du terme. J'ai été beaucoup frappée par la manière dont tu démontais les discours sur Carmen et les discours que reprend Carmen pour parler d'elle-même. Et ça montre bien, effectivement, toute une série de blocages du texte. J'ai beaucoup aimé aussi ce que tu as rappelé au tout début, hein, finalement, c'est-à-dire que Mérimée écrit dans le contexte qui précède immédiatement la Révolution de 48, et c'est un moment où les débats féministes sont très très forts, et où l'expression « la femme libre » est une expression très présente dans les débats, extrêmement polémique, et qui fait l'objet de toutes sortes de redéfinitions avec les Saint-Simoniens, etc. Et dans le contexte post-communard, c'est exactement la même chose, hein, puisqu'il y a eu une grosse flambée féministe au moment de la Commune, avec des femmes hein, dans les commissions gouvernementales, et non seulement des prises de parole, hein, mais de la montée des femmes hein, sur tous les fronts, le front des combats, mais aussi du débat politique et de l'insertion professionnelle. Donc là, il y a effectivement quelque chose, hein, une entrée de cette fiction-là dans ces questions de débat féministe, et puis bien sûr, hein, tu montres aussi que tout est une question. La question, c'est de savoir sur quel personnage on met la lumière. Et le personnage de Micaëla est là. On ne le voit pas, peut-être parce qu'elle a la prudence de ne pas dire qu'elle est libre de le faire. Avec une gentille voix de soprano. Et de ce point de vue-là, c'est extraordinairement efficace. Alors, je pense que vous avez des réactions à la suite de ces analyses et de ce beau panorama, sans une manière d'enfermer Carmen. Oui. Pardonnez-moi de parler un peu à contrario et un peu vieux. Il me semble quand même qu'on pourrait soutenir que Carmen a une liberté, non pas cette liberté idéale qu'elle n'a pas effectivement et que personne n'a, mais qu'elle a une liberté en situation. À tout moment, elle choisit le meilleur parti, elle change d'homme quand il le faut, et ce qui me frappe, là, en vous écoutant, j'ai été un peu... de vieilles lectures de Sartre me sont revenues, comme vous voyez, et il me semble, quand vous avez montré la mise en scène avec le chœur qui vient... Le chœur est à la fois un chœur antique, d'accord, qui vient rappeler la fatalité, ce qui est écrit, mais en même temps, ça m'a rappelé la fin de cette pièce de Sartre, où effectivement, à la fois les commissaires politiques ou les tueurs sont là pour demander au héros de quel parti il prend. Carmen dit non, parce que vous avez bien souligné qu'elle ne pouvait pas partir, mais elle ne dit pas oui pour autant. Elle dit non. Et le héros de Sartre dit finalement, je ne me rallierai pas, non récupérable. Donc en fait, elle assume sa liberté jusqu'au bout. Et je me permettrai une réflexion sur votre conception de la relation homme-femme. Nous ne sommes pas avec la femme-garçon de 1930. Carmen choisit ses hommes. Carmen jouit de l'amour. Et quand celui-là ne suffit plus, elle passe à un autre. Et nier la relation sexuelle en semblant poser a priori que la femme sera libre quand elle n'aura pas d'homme, ça me paraît quand même un peu inquiétant. Alors d'abord, ça marche.
Ben, merci. Moi, j'adore toutes les Carmen qu'on me propose, donc j'aime beaucoup la vôtre aussi. Carmen sartrienne, j'aime bien. Et je ne pense surtout pas avoir raison, c'est mon rapport à Carmen. C'est-à-dire que moi, plus il y a de Carmen possible, et plus elle est indéfinissable, mieux c'est. Alors, néanmoins, je voulais vous dire qu'il me semblait que la liberté de la femme était complète quand elle avait non seulement le choix entre plusieurs hommes, mais entre plusieurs hommes et plusieurs femmes, et surtout le choix d'être seule. Et j'ai juste voulu noter que manifestement, c'est quelque chose qu'elle n'envisage pas, ce choix-là. Elle n'envisage pas d'être seule à aucun moment. Voilà, c'est tout. C'est pas qu'elle doit l'être ou qu'elle a envie de l'être, mais ce n'est pas représenté. Je vais vous raconter une histoire qu'on m'a racontée rapidement, mais j'aime bien cette histoire parce que je parlais de Carmen à une amie et je lui ai dit, tu sais, c'est bizarre, on dit qu'elle est libre, mais elle va d'un homme à l'autre, et finalement, une femme libre, c'est aussi une femme célibataire, quoi. Et ça, c'est pas montré. Et mon ami m'a dit, ah oui, mais ça, c'est comme ma mère, hein. On n'arrête pas de dire qu'elle est libre, mais en fait, elle a toujours été d'un mari à l'autre. Et si vous voulez, ce que j'essaie de penser, c'est ce discours de liberté où on conçoit qu'une femme libre, c'est une femme qui a le choix entre plusieurs hommes, mais qui n'est jamais pensée, entendons-nous bien, hein, pensée. Cette case n'est pas envisagée. Voilà. Ça semble être une catégorie mentale qui n'est pas là. Et c'est ça que je voulais essayer de dire, finalement. Que cette catégorie mentale-là n'est pas là. Et donc voilà, parce qu'il y a aussi la masturbation, c'est formidable, on peut en jouir aussi. Et ça, c'est pas envisagé non plus. Non, c'est manifestement, si elle jouit de l'amour, c'est toujours avec des hommes, et bêtement, toujours avec des hommes qui lui font un peu de mal, mais bon, c'est pas de chance. Donc voilà. Et alors, sur le nom final, bien sûr, il y a cette image, et on parlait de la commune, c'est tellement beau, mais l'ennui, c'est que elle n'a pas à dire non. C'est ça que j'ai essayé de dire. Elle dit non. Si elle dit vraiment non, qu'elle s'en aille. Si elle dit vraiment non, qu'elle aille jusqu'au bout. Je ne sais pas ce que Sartre en dirait, mais il dirait que c'est bizarre, je pense. Enfin, il le dirait mieux, mais de ne pas assumer son choix, la facticité de son choix. Eh bien, allons-y, partons. Donc c'est ça que j'essayais de dire. Mais cela dit, oui, bien sûr, on a envie que Carmen soit cette femme qui meurt pour la liberté. Et tu parlais de la commune. Et je crois qu'approximativement, un des slogans de la commune, c'est la liberté ou la mort. Donc, bien sûr, ça devait faire son effet à l'opéra comique. Hein. Je ne sais pas, d'ailleurs, je ne suis pas assez historienne pour le savoir, mais il devait se passer quelque chose à ce moment-là. Donc, cette image-là de Carmen, bien sûr qu'elle me plaît aussi. Il faut s'en souvenir, évidemment. En fait, en t'écoutant, je me demande si le scandale au moment des premières représentations de l'opéra de Bizet n'est pas lié à Micaëla plus qu'à Carmen, finalement. Est-ce qu'il y a eu scandale ? Il y a eu un four surtout, mais est-ce qu'il y a eu scandale ? Ah oui, oui, ouais. Il y a les lecteurs, hein, notamment, ont écrit aux journaux, aux critiques, etc., qu'il fallait absolument signaler qu'on ne pouvait pas y aller en famille, qu'ils avaient dû payer une place et qu'ils avaient dû se rabattre en catastrophe à la fin du premier acte, en empaquetant vite leur jeune vierge avant que les choses tournent mal. C'est cette idée de l'opéra comique qui ne correspondait pas du tout à Carmen. Oui, alors c'est vrai que sur Micaëla, il y a quelque chose d'assez fascinant. Alors est-ce que c'est lié à Micaëla ? Je ne sais pas. Mais en fait, j'ai dit un peu vite, elle est soprano, donc c'est la voix plutôt de la jeune fille pure. Mais si on regarde bien, en fait, c'est une soprano lyrique. Et sur la partition aussi, il est marqué qu'elle est faussement naïve. Et pour arriver à faire les aigus que fait Micaëla dans son air du troisième acte, il faut vraiment, si je puis dire, avoir quelque chose dans le ventre, il faut être très fort. Et donc, c'est une soprano qui donne une image de puissance féminine. Et en ce sens, peut-être que en faire une soprano, ça permet à la fois de déguiser sa liberté, mais aussi de le redire par la puissance du chant. En tout cas, c'est une idée qui me semble assez forte. Alors que Carmen,
d'un point de vue vocal, est un personnage qui, certes, a des graves bien connus, surtout dans l'ère de la mort, mais a aussi pas mal d'aigus, et d'où la difficulté du rôle d'ailleurs. Et donc, finalement, chaque emploi dit un peu le contraire de ce qu'il dit. Et ça, je trouve ça assez fascinant, et peut-être c'est ça qui a choqué les familles aussi, qu'il n'y ait pas si nettement, d'un côté, la mauvaise femme, et de l'autre, la bonne. C'est peut-être ça le problème aussi de cet opéra. C'est que la mauvaise, elle a des côtés assez bons, finalement. Et la bonne, elle fait des choses bizarres. Donc peut-être c'est ça. Oui, effectivement, les emplois dans l'opéra comique, normalement, sont beaucoup plus tranchés et beaucoup plus lisibles pour le public. Est-ce que tu crois que tes remarques sur la sexualité de Carmen, passer d'un homme à l'autre, ce serait signifier qu'il n'est pas concevable, à l'époque en tout cas où Mérimée écrit, que quand on dit une femme libre, l'adjectif libre se réfère à autre chose que la liberté sexuelle? Alors, ça serait une enquête à faire. J'ai dit que mon intérêt pour la liberté était récent finalement, parce que j'étais comme tout le monde. Je me suis dit, bah oui, elle est libre. Enfin, voilà, c'est quelque chose qu'on répète tellement que finalement, moi aussi, je l'avais en tête. Donc, ça serait véritablement une enquête, un relevé à faire dans ça, c'est plutôt toi qui le feras, parce que c'est ta spécialité, dans les livres, les textes qui s'écrivent à l'époque de Carmen, de voir quand l'adjectif libre est employé au féminin, dans quel contexte ça se trouve, etc. Je voulais dire autre chose aussi à propos de femmes libres, justement, sur le plaisir que prendrait Carmen, je reviens à votre question, avec tous ces hommes. Alors José, oui, elle dit qu'il est beau garçon, donc manifestement il lui plaît, mais sinon, hein, si on fait Lucas peut-être, mais elle dit aussi qu'il pourra être utile, Lucas, qu'il faut le faire payer. Donc, bon, il y a les deux à la fois, admettons. En revanche, hein, l'officier, non, manifestement, et le premier mari, il n'est pas très beau non plus. Donc, c'est un peu plus compliqué, je voulais ajouter ça, quand même, le plaisir qu'elle y prend. Et le douanier, je ne pense pas. Comment ? En se faisant manipuler. Puis tuer. Si elle le manipulait vraiment, elle partirait. Je voulais faire une remarque à propos de Micaëla. Ouais. Vous disiez qu'elle voyageait à la vitesse de la lumière. Peut-être aussi que c'est parce qu'elle existe surtout dans la tête d'un José. Dans la nouvelle Mérimée, elle n'y est pas, mais elle y est quelque part. Parce qu'il dit que pour Don José, les femmes de son pays, donc c'est une sorte de stéréotype, elles ont une jupe bleue, une natte tombante. Et effectivement, dans l'opéra, elle est présentée comme ça, jupe bleue, natte tombante. Donc je pense qu'il y a un personnage féminin qui est dans sa tête. Et, mais il y a qu'à Lévy la font revivre réellement, mais du coup, elle se permet des facéties physiques. Alors là encore, je ne veux pas divulgacher la production de l'Opéra de Montpellier, mais je ne sais pas si c'est à ça que vous faites allusion ou pas. Non, pas nécessairement. Non. Alors, c'est d'autant plus intéressant. C'est quand on voit en parallèle la nouvelle de Mérimée et le texte de l'opéra, on dit souvent la seule différence, c'est que Micaëla n'existe pas. Oui. Mais d'une certaine façon, Méillac et Halévy l'ont retiré quelque part dans le texte de Mérimée pour en faire un vrai personnage. Oui, un vrai personnage. Mais au fond, on pourrait penser que, bon, elle est vivante sur scène, mais c'est l'idée de la femme qu'il a dans sa tête et qui ne l'intéresse pas, parce qu'il y a la liberté de Don José aussi. Oui, bien sûr, ça, respectons-la. Oui, alors écoutez, c'est aussi ce qui a été dit. Mais enfin, je voudrais dire deux choses. Alors, c'est effectivement, ça me frappe parce que c'est le choix qui a été fait aussi dans la production qu'on peut voir encore à l'Opéra de Montpellier. Donc, Micaëla est un fantôme. Donc, votre intervention rejoint cette lecture qui effectivement est une bonne motivation à sa capacité à se promener. Après, ce que je dirais, c'est que justement, peut-être par une sorte d'accident, comme il en arrive, cette Micaëla, ces jeunes filles à la jupe bleue et natte tombante, c'est une idée de la jeune fille pure, etc., qu'ils veulent représenter. Et puis, ils en viennent à représenter une femme qui est un peu plus que cela, peut-être. Et dire que c'est un fantôme, c'est aussi, moi j'aurais tendance à dire ça, mais c'est aussi nier
ce qui nous est dit aussi, c'est-à-dire, non, elle les fait vraiment, ces 873 km. Vous voyez, donc c'est assez compliqué d'arriver et dire que c'est un fantôme aussi, c'est dire qu'elle n'a pas de chair, c'est-à-dire qu'une femme qui n'a pas d'homme n'a pas de chair. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Et peut-être que Michaela a quand même un corps et elle s'en sert beaucoup pour aller dans la montagne, par exemple, et pour autre chose. Elle fait peut-être d'autres choses avec son corps qui n'ont pas de rapport avec les hommes. Donc, mais je vous remercie de cette remarque qui nous dit quelque chose de cette hésitation entre l'immatérialité, l'irréalité de Michaela et son caractère très, très concret également. C'est vrai. Ouais. On va s'en servir quand on fera l'opéra. C'est peut-être la commune qui a rendu possible Michaela, qui l'a fait naître. Peut-être, c'est possible. Qui l'a incarné, qui voilà. l'a matérialisé. Mais alors, tout à fait, c'est vrai. Mais en même temps, c'est ça le paradoxe, ce qui est d'habitude dit dans les histoires de l'opéra ou de l'opéra comique, c'est qu'ils ont créé Michaela pour calmer le directeur de l'opéra comique qui avait peur du scandale. Donc il est d'habitude dit qu'on crée Michaela pour compenser le caractère sulfureux de Carmen. Il y a aussi un phénomène très étrange que j'ai encore vérifié à l'Opéra de Montpellier hier, c'est qu'au moment du salut, Michaela est généralement beaucoup plus applaudie, la chanteuse qui a fait Michaela est généralement beaucoup plus applaudie que Carmen, ce qui n'a rien à voir avec la qualité de son interprétation, mais qui est que manifestement le public a une sorte de sympathie pour Michaela, donc chaque fois elle a beaucoup d'applaudissements, Michaela, alors qu'elle c'est pas un rôle si important que ça, mais c'est quelque chose à noter aussi, à quoi on pourrait réfléchir. Oui, ce serait intéressant en fait de faire un graphique sur l'applaudimètre Absolument, Michaela. absolument. Je pense que ça dirait beaucoup. Mais si vous allez, oui, mais vérifiez-le. C'est une amie, je lui rends hommage, chanteuse lyrique, qui me l'avait fait remarquer, une amie qui avait beaucoup chanté Carmen et qui m'avait dit, j'en ai assez. À chaque fois, Michaela a plus d'applaudissements que moi. Et depuis, non, elle le disait pas comme ça l'amusait, mais depuis. Je l'ai vérifié, je fais attention, et quand vous allez voir Carmen, allez, soyez attentifs à ça, ça marche à 90% des cas. C'est vrai, peut-être. Oui. Non, mais j'ai entendu, monsieur me dit que quand le public applaudit, il s'applaudit lui-même. Alors il faudrait savoir ce qu'il applaudit de lui-même dans son enthousiasme pour Michaela. Qu'est-ce qu'il ne veut pas applaudir de lui-même dans son enthousiasme, son moindre enthousiasme pour Carmen. Mais c'est intéressant. Vous l'aurez compris, la critique créative a beaucoup d'avenir, puisque maintenant c'est Michaela qu'il faut écrire, peut-être en changeant de focalisation, on revoit la chose par les yeux de Michaela, en changeant de voix narrative, c'est elle qui raconte, parce que après tout, comme tu l'as rappelé, Carmen ment, elle ment tout le temps. Alors, est-ce qu'on peut vraiment lui faire confiance ? Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une autre version par Michaela, puisque peut-être qu'elle est venue là en renfort aussi pour essayer de tirer tout ça au clair. Et puis, absolument. Et puis, un des principes de la critique que je pratique parfois, qu'on appelle critique créative, c'est toujours de se demander, devant une pièce de théâtre, et je vous conseille de le faire, ça marche très souvent, quelle est la scène qui manque ? Alors, quelle est la scène qui manque ? Ça veut dire quels sont les deux personnages qui n'ont pas de scène ensemble. Et là, dans Carmen, la scène qui manque, c'est la scène Carmen-Michaela. Elles sont ensemble sur scène, mais elles n'ont aucune interaction. Et donc, c'est la scène à écrire. La rencontre de Carmen et Michaela. Je ne sais pas si ça va très bien se passer, mais pourquoi pas. Voilà, Carmen saison 2, voire saison 3, 4. Il y a du matériau, comme vous voyez. Absolument, oui. Y a-t-il d'autres questions ? Alors, s'il n'y a plus de questions, vous aurez bien compris qu'il faut à tout prix se précipiter pour voir Carmen à l'Opéra Comédie. S'il y a encore des places, et à défaut de pouvoir aller poursuivre le débat sur la version de Florence, vous allez pouvoir découvrir ce que Sophie ne vous a pas dit, mais qui est formidablement alléchant. Oui, puis regardez bien comment elle est entourée au moment de la mort. Voilà. Merci pour tout et bonne soirée à tous.